Bon, bonsoir. Avant d'aborder le régime de Hafez al-Assad et de Bachar, je voudrais revenir un peu en arrière pour comprendre un peu la profondeur historique de ce que nous allons dire sur ce système. La Syrie, comme vous savez, est un pays très très vieux, mais c'est un État très jeune finalement, qui n'a pas plus d'un siècle d'âge. La Syrie est née il y a exactement 99 ans, en 1920, du dépeçage de l'Empire ottoman, du partage de ses dépouilles, quand la France s'est emparée de la Syrie et du Liban, la Syrie actuelle et du Liban actuel, et la Grande-Bretagne de la Palestine et la Transjordanie, avec, comme vous savez, la malheureuse et odieuse déclaration de Balfour concernant la Palestine. La Syrie avait hérité de l'Empire ottoman un certain nombre de traits, enfin la Syrie, mais aussi la Palestine, etc., un certain nombre de traits. Et sur le plan social, d'abord une structure agraire avec des notables urbains qui possédaient de larges lopins, de larges superficies de terre, avec des paysans métayers. Elle a hérité un nouveau système religieux qui est une sorte d'un appareil religieux qui est un peu modernisé. Ce n'était plus le système qui prenait à la lettre le droit musulman ancien, mais qui était passé par l'ensemble des réformes ottomanes du XIXe siècle. Et il y a eu au XIXe siècle un grand mouvement intellectuel dans la région qu'on appelle la Renaissance, qui a consisté à la fois en la découverte par des écrivains, par des intellectuels de l'époque, du patrimoine arabe classique, mais aussi par une ouverture sur les autres cultures du monde, par l'adaptation, si vous voulez, des modes littéraires européennes, par une certaine sécularisation, je ne dirais pas laïcité, au sens où l'on comprend en France, mais une certaine sécularisation, un début de séparation de l'État et de la religion. En tout cas, dans les esprits de ces intellectuels plus ou moins modernistes, qu'ils soient des adeptes du réformisme religieux ou d'un modernisme plus laïque. En 1920, donc, la France occupe la région, crée le Grand Liban, et puis dans la petite Syrie qui est restée, elle crée plusieurs États, dont 2 États confessionnels à caractère confessionnel, un État alawite et un État druze. Ce qui est quelque chose de particulièrement paradoxal, c'était la Troisième République, une république particulièrement dure sur la laïcité, et la monarchie à l'étranger crée un État libanais d'abord, qu'elle voulait la majorité chrétienne maronite, le Liban, le Grand Liban, et aussi en partageant la petite Syrie en plusieurs États, dont 2 États confessionnels. Mais ce n'est pas pour dire que tout ce que le mandat français en Syrie a été que du noir, parce que durant cette période, ces 25 années de domination française, il y a eu aussi la création d'une université, l'amélioration de l'urbanisme, du système scolaire, etc. Si bien que, et puis un régime, ou plutôt un mode électoral de suffrage universel. C'est vrai que chaque fois qu'il y avait des élections, les nationalistes gagnaient, et la France ne reconnaissait pas le résultat des élections, mais en tout cas il y avait un système électif durant ces périodes. Finalement, le pays a son indépendance en 1946. 1946. Il s'est trouvé, il y avait une république, ça s'appelait la République syrienne. Et les gens étaient attachés à la République, au mot République, à la République syrienne. Mais
la Syrie s'est trouvée confrontée immédiatement à deux très gros problèmes. Le premier, c'était le défi sioniste. Bon, puisque, comme vous le savez, en 1947, il va y avoir le partage, la résolution du Conseil de sécurité concernant le partage de la Palestine, donc la création d'un État juif en Palestine. Et dans l'esprit des Syriens, des autres Arabes, il allait y avoir une guerre, forcément, avec l'armée juive qui n'était pas encore, on ne pourrait pas dire qu'elle était israélienne avant la création de l'État d'Israël, enfin avec la Haganah et les organisations terroristes, genre Irgun, etc. Et c'était un défi très dur parce que l'armée syrienne était minuscule. Je crois qu'à l'époque, il y avait 2-3 chars, 2 petits avions de chasse et c'est tout. C'était une... Bon. Donc très loin de pouvoir relever le défi sioniste. Les sionistes voulaient aussi prendre des sources, des fleuves aussi autour du Tibériade, bon, ce qu'ils ont pris dans le Golan, comme vous le savez, et ce que, comme vous le savez, hier, Trump leur a promis de donner définitivement. Bon. Alors, voilà le premier défi. Le deuxième était un défi qui venait des Arabes alentours, et surtout de la monarchie hachémite qui dominait en Irak et en Transjordanie, et qui comptait créer un royaume de Syrie, c'est-à-dire assurer l'unité de la République syrienne et du Liban avec la Transjordanie et la Palestine pour créer un royaume sous domination du roi Abdallah de Transjordanie et sous la haute domination des Anglais. Pendant 3-4 ans, toute la vie politique du pays tournait autour de cela. Et en 1948, il y a la guerre entre les armées arabes et Israël, guerre perdue par les Arabes. Et en 1949, en une seule année, 3 coups d'État successifs. 3 coups d'État successifs en Syrie, tous autour de l'histoire du conflit entre les Anglais et les Français, les Anglais et les Américains concernant l'avenir du pays. Les Anglais voulant l'unité de la Syrie, de cette petite Syrie, avec l'Irak et avec la Transjordanie, les autres s'y opposant. Donc un premier coup d'État anti-hachémite, deuxième coup d'État pro-hachémite, troisième coup d'État anti-hachémite, le tout en une seule année. Et le pays est resté dans un état de grande instabilité politique. Qui a, en 1954, encore un coup d'État, mais un coup d'État qui va créer ce que beaucoup de Syriens considèrent aujourd'hui comme un âge d'or démocratique, parce que pendant 4 ans, entre 1954 et 1958, le pays a connu un réel système libéral sur le plan politique, un développement économique pas mal, une liberté de la presse, une liberté de l'association, mais toujours le destin de la Syrie, comme son indépendance, son autonomie en tant que république syrienne, était en jeu. Finalement, il y a eu 2 camps dans le pays, le camp hachémite toujours, et un autre camp lié à un axe égypto-saoudien qui a fini par l'emporter, et la Syrie est entrée, a fait partie de la République arabe unie en 1958 avec l'Égypte, sous la domination de Nasser. Bon. Donc, vous voyez, c'est une structure, c'est un pays qui avait une structure très large, très fragile. Il n'avait pas encore un ancrage très solide dans l'histoire. D'abord, il était tout jeune. Bon. Et finalement, si on imagine le siècle qui s'est passé depuis la naissance de la Syrie, de 1920 jusqu'à 1970, il y a 50 ans, et de 1970 jusqu'à aujourd'hui, il y a 49 ans, presque 50, et de 70 jusqu'à maintenant, c'est la famille Assad qui domine. C'est-à-dire que dans cette histoire moderne de la Syrie, vous avez cette dynastie qui s'est accaparée de la moitié de la vie de la République syrienne. C'est important d'avoir
cela dans l'esprit. Coup d'État militaire sur coup d'État militaire sur coup d'État militaire. En 1963, le parti Baas, on reviendra tout à l'heure sur ce qu'est le parti Baas. Le parti Baas a pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Il a chassé tous les autres partis, établir un système de dictature réel, avec un modèle qui ressemble un peu à celui des anciens pays d'Europe de l'Est. Disons, on copiait un peu les institutions d'Europe de l'Est. Bon, y compris on disait, par exemple, la Syrie est une république populaire, de démocratie populaire, par exemple, selon comme on le disait, de l'Allemagne de l'Est, ou de la Bulgarie, ou de la Hongrie, avant la chute du mur, etc. Ce parti Baas s'est divisé lui-même. Et il y a eu un autre coup d'État à l'intérieur du parti Baas en 1966, et puis un troisième en 1970, le coup d'État de novembre 70, qui a vu Hafez Assad, qui était ministre de la Défense, prendre le pouvoir et établir une république assadienne qui ne ressemblait plus à ce que les Syriens connaissaient comme république syrienne. Je vais passer la parole maintenant à Ziad, qui va commencer par la description de cette république assadienne. Merci Farouk. En 1970, Hafez al-Assad, officier de l'armée et baassiste lui-même, prend le pouvoir. Quelqu'un qui a lui-même participé avant cette prise de pouvoir en 1970 à 2 coups d'État militaires. Le premier en 1963, faisant partie du Baas, qui a confisqué ce pouvoir-là et l'a monopolisé. Et puis en 1966, à l'intérieur même du Baas, il avait écarté certains de ses camarades avec d'autres alliés pour, encore une fois, monopoliser ce même pouvoir, mais cette fois avec des traits qui vont commencer à être de plus en plus communautaires ou sectaires, puisque la Syrie, c'est un pays aussi où il y a une très grande diversité au niveau confessionnel. Il y a une grande majorité arabe sunnite, mais il y a aussi des arabes alaouites, il y a des chrétiens arabes, il y a des Kurdes, donc une composante non arabe, il y a des Tcharkas, il y a des Turkmènes, et il y a au sein de chaque communauté, il y a aussi une diversité qui peut aller plus loin. Parmi les Arabes, il y a aussi les Ismaéliens, etc. Et les Druzes, bien sûr. Donc Assad, en 1966, avec certains de ses alliés, vont rendre le pouvoir de plus en plus connecté à une minorité, qui est la minorité alaouite, avec quelques alliances, choisissant d'autres minorités, druzes, ismaéliennes, mais qui vont se voir graduellement écartées du pouvoir, qui va devenir de plus en plus contrôlé par des officiers issus de la communauté alaouite, de la même région, donc du littoral et de la montagne juste à côté du littoral syrien. Et Assad lui-même, faisant partie de ce deuxième coup, pensait déjà au troisième, qui va venir en 1970, 3 ans après la guerre avec Israël, qui sera une catastrophe pour la Syrie comme pour l'Égypte et pour les Palestiniens, où le Golan va être occupé juin 67, et les troupes syriennes au Golan vont être retirées bien avant l'affrontement avec les troupes israéliennes pour protéger le régime à Damas, parce que pour ce régime-là, le défi, c'était beaucoup plus ne pas tomber que de perdre le Golan ou de perdre une partie du territoire syrien. Assad étant ministre de la Défense, il se préparait déjà à 70, et 70, il va finalement prendre le pouvoir lui-même, écarter tous les autres, et créer un nouveau système qui passe du parti unique et la dictature baassiste à beaucoup plus une dictature personnelle, avec le culte de la personne, avec un système où tous les fidèles font partie de la famille, font partie du clan, font partie de la région, où pour lui, il fallait surtout éviter un 4e coup ou un autre coup militaire dans cette histoire d'une Syrie qui a souvent été, qui a souvent connu des coups d'État militaires et des officiers ambitieux. Donc Hafez al-Assad va commencer à partir de 1970 à construire un système qui rend les coups d'État militaires impossibles d'un côté et qui crée une fidélité à la fois pour des raisons confessionnelles, mais également pour des raisons familiales,
et en plus régional de la même région, et il pourra ainsi avoir des officiers qui sont tous alaouites, proches de sa famille, et de Qurdaha ou d'autres villages et villes de sa région. Ainsi, son frère sera un homme fort du pouvoir. Du côté de son épouse, il y aura plusieurs beaux-frères et parents qui vont faire partie du pouvoir. Et il va multiplier les services de renseignement qui ne sont pas seulement construits pour espionner la société et pour réprimer cette société-là, mais même qui s'espionnent entre eux, ces services-là, et qui tous lui proposent finalement les rapports, et en tant que maestro, il arrive à trouver les équilibres. Donc c'était un équilibriste entre ces services-là. Il va recruter dans l'armée des dizaines de milliers de jeunes alaouites. Le pourcentage de ces jeunes-là dans l'armée et dans les institutions sécuritaires va être de loin supérieur au pourcentage au niveau de la démographie syrienne. Ils font 10%, ils vont faire beaucoup plus dans l'armée, et ils vont faire encore plus au niveau des généraux, au niveau des responsables. Et donc, on passe à une autre configuration en Syrie, où Assad crée son culte, où on va nommer les rues de Hafez al-Assad, où on va nommer les amphithéâtres de Hafez al-Assad, les librairies de Hafez al-Assad, les stades sportifs de Hafez al-Assad. On passe un peu du modèle de l'Europe de l'Est au modèle nord-coréen. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup d'artistes nord-coréens qui vont dessiner des murailles où on voit Hafez al-Assad saluer les paysans, les ouvriers, les intellectuels, les artistes, dans le même système nord-coréen de représentation du chef Kim Il-sung, puis de son fils, puis de son grand-fils aujourd'hui. En plus de cela, Hafez al-Assad va essayer de montrer qu'il pourrait permettre une ouverture économique par rapport notamment à la classe des marchands, de la bourgeoisie urbaine dans le pays, puisque sous ses camarades du Baas avant, il y avait un phénomène de nationalisation, il y avait beaucoup de pression sur les capitaux. Hafez al-Assad va permettre un peu plus de libéralisme économique pour acheter la fidélité ou la loyauté d'une partie de ces marchands, notamment de Damas et d'Alep, les deux grandes villes du pays. Et il y aura quelques programmes de développement rural pour avoir aussi une certaine base sociale parmi les paysans ou parmi la Syrie rurale. 73, c'est une guerre avec Israël. Hafez al-Assad va la célébrer comme une victoire, même si au niveau de la géographie, la ligne de démarcation sera encore plus proche de Damas que du territoire, de la frontière, disons, onusienne entre Israël et la Syrie d'avant 67. Et 75, c'est la guerre civile au Liban. Hafez al-Assad envoie ses troupes en 1976 envahir le pays, suite à un accord avec les Américains et un accord avec les Israéliens à travers les Américains pour limiter le déploiement de ces troupes, notamment dans le sud du pays, donc non loin de la frontière israélienne. Et tout cela va lui permettre déjà de plus en plus un rôle régional dans un conflit. Après le conflit israélo-arabe, c'est le conflit de la guerre civile libanaise et toutes les interventions qui vont suivre. Et 79, c'est la révolution iranienne qui va amener Khomeini au pouvoir. Et Hafez al-Assad va être un des alliés rares, d'ailleurs, dans la région, de ce nouveau pouvoir en place, ce qui fait qu'il va devenir le médiateur entre l'Iran isolé par les Occidentaux et par une bonne partie des Arabes, et le reste. Il va être celui à qui on appelle à chaque fois qu'il y a un problème avec les Iraniens, à chaque fois qu'il y a un problème au Liban. Puis la guerre entre Irak et Iran va le rendre encore plus indispensable pour beaucoup de monarchies du Golfe qui déjà avaient de bonnes relations avec lui. Pour les Iraniens, il va devenir stratégique comme allié parce que c'est l'accès au Liban, c'est l'accès à la Méditerranée, et c'est le seul État arabe qui soutient l'Iran contre l'Irak durant cette guerre. L'Irak, je le rappelle, était gouverné par Saddam Hussein, un autre bassiste qui ressemble beaucoup à Assad, mais qui était son frère ennemi dans un sens. Donc la Syrie va investir sous Assad dans le jeu régional, et à l'intérieur du pays, il va y avoir une violence qui va dépasser la violence symbolique ou la violence juste d'un modèle qui opprime une société vers une violence physique directe, vers des liquidations, vers des massacres,
car à chaque fois que la société exprimait un rejet de ce système totalitaire, il y avait des arrestations qui va viser la gauche syrienne, les marxistes, les communistes, notamment certaines factions du Parti communiste qui ont refusé la rhétorique du régime et qui critiquaient la position soviétique par rapport au conflit israélo-palestinien et qui évoquaient déjà la question de la démocratie et des libertés. Puis elle va viser aussi les frères musulmans qui se soulevaient régulièrement contre le régime. Et on connaît qu'en 1980, par exemple, il y a eu un massacre dans la prison de Palmyre, de Tadmor, où des centaines de prisonniers politiques ont été massacrés par un des services de renseignement et une force spéciale dirigée par le frère de Hafez al-Assad, Rafat al-Assad, qui est aujourd'hui poursuivi par la justice française, non pour crimes contre l'humanité, mais pour fraude fiscale et pour des problèmes liés à je pense à des dizaines, si je ne me trompe pas, de châteaux et de maisons et d'hôtels particuliers qu'il possède en France, mais qu'il possède aussi en Espagne, à Marbella, comme à Londres. Il est poursuivi en Suisse pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, la procédure n'aboutit pas là-bas parce qu'il n'a pas séjourné en Suisse pour que la procédure soit justifiée. Il y a des complexités au niveau du système judiciaire. Mais de toute façon, il y a eu ce massacre en 1980 à Tadmor, à Palmyre. 1982, la quatrième ville du pays, Hama, va subir des massacres aussi. Des dizaines de milliers de Syriens, cette fois, vont être tués ou ils vont disparaître dans les geôles, et parfois ils vont être éliminés, liquidés dans ces geôles-là, suite au soulèvement des frères musulmans dans cette ville. Et la Syrie va connaître une phase d'instabilité, avec énormément de répression et de barbarie, qualifiée par Michel Seurat, chercheur français qui travaillait sur la Syrie et qui a été enlevé au Liban et il est mort à Beyrouth en 1986. Il avait écrit une série de papiers produits plus tard dans un livre intitulé « L'état de barbarie », avec une analyse pertinente du système Assad et de l'État syrien qu'il qualifie d'État contre la société dans un de ses papiers. Donc la Syrie va connaître tout au long des années 80 cette répression barbare de la part du régime, avec la toile d'araignée encore construite et perfectionnée par Assad père. On n'ose pas parler, les gens commencent à sentir qu'ils sont tout le temps espionnés. Le régime montre à la télé les grands succès du père de la nation, Hafez al-Assad, donc un matraquage médiatique comme dans toutes les dictatures. Les statues du président sont partout. À l'école, les enfants portent des vêtements de scouts. Ils sont les avant-gardistes du Barras. On les appelle les avant-gardes, non? Les avant-gardistes, comment on les appelait? Les Talia, je ne sais pas la traduction, les avant-gardes du Barras. Ils saluent chaque matin le président, tout en saluant son drapeau. Les jeunes font partie de la jeunesse marxiste. Pour avoir une bourse et aller continuer les études en Union soviétique ou à Cuba ou en Roumanie, il faut faire partie du Barras. Puis il y a les sections, pas féministes, mais de femmes marxistes. Il y a les paysans du Barras, il y a les syndicats au niveau des ouvriers du Barras. Et tout cela va contrôler la société, va lui imposer un modèle où toute diversité politique est interdite par la loi elle-même, puisque depuis 1963 déjà, il y a un état d'urgence en Syrie qui annule la diversité politique et la possibilité de créer de partis, de créer des associations libres et indépendantes. Et le régime va montrer que, par contre, il y a un front qui dirige la Syrie, et non pas juste le parti Barras. Dans ce front-là, il y a quelques partis tolérés et acceptés, mais qui servent de vitrine, beaucoup plus que de vrais partis politiques avec des soutiens et avec des membres actifs dans la société. Et évidemment, tout au long de cette période, de 1970, et puis à travers les années 80, puis les années 90, et jusqu'à la mort de Hafez al-Assad, il n'y a jamais d'élection présidentielle. Il y a un modèle de ce qu'on appelle le référendum. Donc, exactement, c'est soit on dit oui, soit non à Hafez al-Assad. Donc, premièrement, les gens
savent que de toute façon personne ne va compter les oui et les non. Les résultats sont toujours, comme on les appelle, c'est une métaphore politique maintenant, les républiques de 99,99%. C'est pas seulement en Syrie, c'était aussi en Irak, en Libye, même ce fut le cas en Égypte. Donc il est toujours élu dans ces référendums-là avec 99, quelque chose %. Il a même eu 100% une fois dans les années 90, si je ne me trompe pas. Et donc, il n'y a pas véritablement une possibilité même d'avoir de nouvelles élites, même si elles soutiennent le régime, mais c'est toujours les mêmes. Et au niveau de ce qu'on appelle Parlement ou le Conseil du peuple, c'est le même folklore, ce sont des bassistes souvent, avec des ouvertures de temps à autre qui permettent soit à une partie de l'ancienne bourgeoisie, soit de la nouvelle bourgeoisie, d'avoir quelques représentants, soit des représentants avec des quotas, des paysans, parfois des femmes. Dans le même folklore, on montre qu'on est progressiste, donc quelques femmes sont élues ou bien nominées dans le gouvernement. Dans ce système-là, Hafez al-Assad préparait son fils Bassel, son fils aîné, pour la succession. Et ce fils-là est mort dans un accident de voiture, donc il doit faire appel au deuxième fils, Bachar al-Assad, qui était à Londres, qui faisait un stage d'ophtalmologie à Londres. Et Assad, aujourd'hui, ce Bachar, il dit qu'il détestait tellement le sang qu'il avait choisi l'ophtalmologie pour ne pas avoir à voir du sang. Sauf que le sang de 500 000 Syriens n'a pas compté pour lui. Donc cet étudiant en ophtalmologie va être appelé pour rentrer à Damas et pour être préparé à une succession. Il n'était certainement pas prêt, et lui-même n'était pas militaire comme son père, son oncle et ses deux frères, l'aîné et le cadet, et lui-même n'était pas membre du Baas, ni dans les réseaux du Baas, le parti au pouvoir, et donc la préparation va être très très rapide. Entre 1994 et 1997, il va tout de suite être promu en officier dans l'armée, puis il va devenir général. Au niveau du parti Baas, c'est une montée en puissance de ce jeune homme, et qui va plus tard devenir évidemment secrétaire général. Et à partir de 1997, c'est une préparation aussi au niveau régional et international. Il est envoyé en mission en Arabie Saoudite, en Iran, en Russie, en France. Il va commencer à gérer le dossier libanais où l'armée syrienne était encore présente, et il va tisser des liens assez solides avec un parti libanais spécifique, Hezbollah, qui est l'allié de l'Iran au Liban, ou le parti que l'Iran a créé. Donc Bachar se prépare à la succession de son père, qui meurt en 2000, avec un problème, un grand handicap, non seulement le manque d'expérience, mais en plus, il n'avait que 34 ans, tandis que la constitution syrienne stipule l'âge de la présidence à 40 ans. Donc, il doit y avoir rapidement une solution. On ne peut pas rendre Bachar al-Assad plus âgé. Donc, on va modifier la constitution en une séance qui va prendre un temps record. L'âge de la présidence va devenir 34 ans. Et Bachar al-Assad va être choisi, nominé par le parti Baas comme candidat à la présidence, et il va remporter l'élection, le référendum présidentiel. Il va se montrer plus modeste que son père, puisque c'est un jeune, moderne, qui vient de Londres, qui a les yeux bleus, qui va se montrer avec son épouse après le modèle d'un couple jeune, occidentalisé, différent du père qui était tout le temps avec un regard sérieux, avec des portraits qui le montraient jamais souriant, toujours en costume militaire. Bachar al-Assad va avoir 97,2 ou 3%, donc moins que les 99 et les 100%, et l'ère Bachar commence. Certains considéraient que ce jeune allait commencer des réformes. Beaucoup disaient, même en Syrie, qu'il n'est pas responsable du sang qui était sur les mains du père, de l'oncle et d'autres membres de la famille et du système en général, que les disparitions et la torture en prison, on peut lui donner une chance, peut-être ça va changer. Certains intellectuels même ont commencé à rédiger des pétitions, des déclarations, demandant la fin de l'état d'urgence, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, un peu de liberté de presse, d'expression. Ils vont commencer à créer des salons où ils se rencontraient pour débattre du futur et de l'avenir de la Syrie. Ça va durer quelques mois, et puis à partir de février 2001,
quelques mois juste après sa prise de pouvoir, ces gens-là vont être arrêtés, certains condamnés à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, les accusant d'avoir affaibli l'âme de la nation, d'avoir insulté le président de la République. Et Bachar va se trouver dans un vrai dilemme aussi. S'il parle de réforme, comme certains lui conseillaient de faire, pour se montrer encore une fois un jeune, s'il parle de réforme, ça veut dire que sous son père, les choses n'allaient pas bien. Sinon, pourquoi réformer, puisque toute la propagande du régime pendant 30 ans montrait que la situation était parfaite en Syrie, que la société et l'État et le chef de l'État sont en progrès permanent, lutte contre l'impérialisme, lutte contre le sionisme, protègent la nation arabe, vont libérer la Palestine, créent la société moderne et l'homme nouveau, etc. etc. Pourquoi réformer tout cela? Et en même temps, s'il ne parle pas de réforme et s'il ne parle pas de changement, il y a une grande partie de la société syrienne, née dans les années 90, qui voit en lui un jeune président. Il y a tous les Européens et les Occidentaux qui considéraient qu'un homme qui venait de Londres, qui a épousé une jeune mariée, que plus tard, magazine Vogue va la présenter rose dans le désert, que Paris Match vont lui accorder plusieurs portraits marchant main à main avec son épouse, faisant du shopping à Paris, comme s'ils sont juste des gens normaux, modestes, etc. Comment ne pas parler de réforme avec toute cette image qui commence à se créer? Donc il va se trouver dans ce dilemme, mais évidemment il va opter pour la continuité du système, pour la répression, et juste pour des petits changements, finalement qui vont être des grands changements, mais au niveau de l'économie, c'est-à-dire privatiser, vendre le secteur public, diminuer certains budgets sociaux, diminuer l'aide à l'agriculture, et qui va profiter de la privatisation? Son cousin direct, Rami Makhlouf, qui, on estime, en 2011, quand la révolution a commencé, qu'il détenait près de 50%, certains disent même plus, de l'économie syrienne. Il a acheté une grande partie des secteurs privatisés. Il a eu le monopole au niveau de la téléphonie portable. Il a eu le monopole au niveau des distributeurs des cartes de crédit qui n'existaient pas avant en Syrie. Il a eu un monopole sur beaucoup de réseaux touristiques, sur des réseaux de restauration, dans tout ce qui est gaz et relations avec les compagnies russes. Il va être donc partenaire dans tous les projets des chantiers en Syrie, et le seul changement véritable va avoir lieu dans ce milieu économique-là, qui va créer une nouvelle bourgeoisie et qui va encore une fois consolider un régime barbare au niveau de la répression, mais cette fois dans une privatisation loin du socialisme du père et de son ancienne version. Je vais revenir donc aux premières années de la prise du pouvoir par Hafez al-Assad, et puis suivre un peu le récit de Ziad en mettant l'accent sur quelques points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est dès l'arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad, il faut dire, il a été bien accueilli. Son coup d'État a été bien accueilli, parce que la population était un peu lasse de l'aventurisme gauchiste de l'équipe qui était au pouvoir plus tôt, parce que la Syrie était isolée dans le monde arabe et qu'il avait promis une ouverture vers les pays arabes qui comptaient le plus, c'est-à-dire l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et puis parce qu'au niveau international, les Américains étaient très satisfaits de ce coup d'État, étant donné que la Syrie était considérée comme l'allié le plus fidèle de l'Union soviétique. La Syrie d'avant, là, des années bassistes de gauche de 1966. Donc les Américains étaient tout à fait pour. Et les Soviétiques ont eu peur de perdre la Syrie, donc ils ont dit aussi, pourquoi pas finalement, c'est un officier. L'armée syrienne est très liée et très liée à l'armement soviétique. Et donc, ils ne peuvent pas aller très loin de nous, il va rester. Et en effet, 2 ans plus tard, il a signé un accord d'amitié avec l'Union soviétique, tout en ayant de très bonnes relations avec les Occidentaux. Ce savoir-faire de Hafez al-Assad sur le plan international va l'aider beaucoup, parce qu'il a réussi justement à être bien vu des Occidentaux,
et bien vu des soviétiques. Il a réussi plus tard à être à la fois l'allié de l'Iran, comme l'a disait après la révolution islamique de Khomeini en Iran, et de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les deux ennemis, les deux adversaires les plus importants dans la région que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Syrie, avec Hafez Assad, a réussi à avoir de bonnes relations avec les deux. Avec l'Iran, cela lui donnait un peu l'image d'anti-impérialisme, de lutte contre les grandes puissances, etc. Et avec l'Arabie Saoudite, c'était la manne pétrolière qui soutenait l'armée syrienne, la République syrienne. L'économie syrienne a été sauvée à plusieurs reprises entre 1970 et 2000, l'année de la mort de Hafez Assad, par le flux d'argent qui est arrivé de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis, notamment après la guerre de 73, la guerre d'octobre 73. Ensuite, dans les années 80, après 86, quand la Syrie était au bord de la banqueroute, quand la Syrie est entrée en guerre contre l'Irak, vous vous rappelez que Saddam Hussein avait envahi le Koweït et annexé le Koweït, et il y a eu une alliance internationale sous l'égide des Américains, de Bush père, pas de W ou de son père, avec la participation de la France d'ailleurs du temps de Mitterrand. Et la Syrie était entrée dans l'alliance contre l'Iran pour chasser Saddam Hussein du Koweït. Et il a été récompensé d'abord en le laissant dominer le Liban complètement. Bon. Et il y a eu un flux d'argent venant des pays du Golfe et cet argent a sauvé l'économie syrienne. Autre point important, c'est comment a été établie la mainmise sur la société, le quatriage de la société. Il y a dans la constitution syrienne qui a été promulguée par Hafez Assad en 1973, 72 ou 73, il y a d'abord la définition du pays comme une démocratie populaire et socialiste. Ok. Ensuite, il y a un article dans la Constitution, l'article 8, qui dit le parti basse dirige la société et l'État. Ok. Et le parti basse est à la tête d'organisations populaires qui, on va voir ce qu'ils ont à faire, et d'un front populaire, bon, qui domine un certain nombre de petits groupuscules, des restes de partis de gauche ou de partis nationalistes qui sont restés et qui ne font que soutenir le pouvoir du BAS dans tous ses projets et ses réalisations, etc. Bon. En fait, quand le parti BAS lui-même avait perdu vous savez, le parti BAS est un parti nationaliste avec le mot d'ordre liberté, unité, socialisme. En fait, il n'y avait pas de liberté, bien entendu, pas d'unité, au contraire, même quand le parti basse dominait l'Irak et dominait la Syrie en même temps, les deux partis étaient des ennemis jurés, chacun cherchait à éliminer l'autre. Bon, il y a eu des tentatives de coup d'État syrien contre Saddam et irakien contre Hafez. Donc, les deux partis même ne parvenaient pas à s'unir. Alors, le mot d'ordre d'unité était complètement vide. Et le socialisme, bien entendu, parce que ne signifie rien. Le socialisme, c'est vrai qu'il y avait une nationalisation des entreprises, des grandes entreprises, mais depuis l'arrivée de Hafez Assad au pouvoir, l'ouverture économique avait commencé et une sorte de mariage entre l'ancienne bourgeoisie syrienne et les bureaucrates qui étaient placés à la tête des sociétés et des compagnies nationalisées. Maintenant, comment fonctionne le parti sur le plan de la société? Ziad a parlé au début de l'importance de la structure clanique du pouvoir. C'est-à-dire que, d'abord, il y a cette communauté alawite qui est à peu près 10% de la population, avec un esprit de corps assez fort, étant donné que, historiquement,
du temps des Ottomans et plutôt du temps des Mamelouks, elle était réellement opprimée. Et c'était comme une revanche qu'elle prenait sur l'ensemble, sur la majorité de la société. Deuxièmement, il y a à l'intérieur de la communauté le clan même alaouite auquel appartient Hafez, et à l'intérieur du clan, sa famille. Et en fait, on a assisté pour la première fois à une mise familiale sur le pouvoir. C'est-à-dire que le président et Hafez, son frère, Rafat, était à la tête de la milice la plus importante, qui comptait quelque chose comme 50 000 personnes, c'est pas n'importe quoi. Des cousins à Hafez, d'abord, il avait un autre frère, dont les fils aussi avaient occupé des places importantes. Et la famille de sa femme, de la femme de Hafez, la famille Mahmoud aussi, avec des personnages qui ont été importants à la tête de l'armée et des services de renseignement. Mais le parti Baas a joué un rôle important, comme je dis, pas comme force idéologique, mais c'est-à-dire parce que l'idéologie ancienne du Baas ne signifie rien, mais pour inculquer dans la tête de la population depuis l'enfance que ce régime est éternel, comme il le disait lui-même. Le grand mot d'ordre de la Bible, c'était Hafez Assad pour l'éternité. En arabe, ça rime. Oui. Hafez Assad ila al-abad. Bon. Ou bien Hafez Assad Aoula Ahad, ou personne. Hafez Assad ou personne. Ou plus tard, Hafez Assad Hafez Assad, où on détruit le pays. Bon, c'était les mots de temps. Et les organisations populaires, c'est quoi? Les organisations populaires vous prennent le citoyen dès son enfance. Il y avait une organisation qui était chargée des écoles primaires. C'est-à-dire que les gosses à l'école primaire, tous les gosses à l'école primaire, doivent faire le salut du drapeau le matin, et, plus important que le drapeau, jurer fidélité au président. Bon, jurer fidélité au président dès l'âge de 7 ans, 8 ans, dans le primaire. C'est l'une des organisations populaires. La deuxième les prend en charge dans l'école secondaire, dans le collège, à partir du début du collège, et puis au lycée, avec un entraînement militaire, un habit militaire. Il y a des auteurs syriens, des romanciers qui ont décrit un peu leur vie à l'école à l'époque, et comment les filles étaient interdites d'avoir un minimum de soins pour le visage, ou de se faire un peu belle, etc. Elles subissaient des punitions corporelles. Bon, quand elles se voulaient se montrer un peu coquettes, tout ça. Bon. Mais en général, c'était l'idée toujours que de jurer fidélité au régime et à la personne du président, plus que le parti. Le parti, c'était toujours l'essentiel, c'est la personne du président. Et puis à l'université, quand on arrive à l'université, il y a l'union des étudiants. L'union des étudiants qui aussi quadrille tous les étudiants de l'université. Il y a une organisation populaire pour les ouvriers, une organisation populaire pour les paysans, une organisation populaire pour les femmes, des syndicats pour toutes les professions libérales, et qui sont dominés, et toujours à la tête, obligatoirement, d'après leur statut, il faut qu'il y ait quelqu'un du parti. Par exemple, à la tête de l'Union des écrivains, il y a un monsieur qui est resté pendant 28 ans à la tête, un membre du parti. Et il était dit dans les statuts de l'Union des écrivains que l'Union est dirigée par un comité de 25 personnes, dont la majorité doit être la plupart, enfin, donc la majorité plus 1, enfin, la moitié plus 1 doit être du parti Baas. Bon, donc c'était une organisation aussi à la tête des écrivains. La même chose pour les artistes. Bon,
et ainsi de suite. C'est le quadrillage total de la société. Deuxième ou troisième point important, en plus du clan et du parti, c'est l'alliance dont Ziad a évoqué avec l'ancienne bourgeoisie et surtout la naissance d'une nouvelle bourgeoisie syrienne très liée à l'État et au marché public. C'est-à-dire, elle s'est enrichie très vite par le marché public et c'était une bourgeoisie, je dis, complètement stérile. C'est-à-dire, elle n'investissait pas dans le pays, elle n'investissait pas dans des choses productives, ni dans l'agriculture, ni dans l'industrie. C'était une bourgeoisie qui travaillait parfois dans le luxe, dans les produits de luxe, dans l'importation des produits de luxe, et qui faisait placer son argent dans des paradis fiscaux. Et on a assisté à des phénomènes qui n'ont jamais existé dans l'histoire de la Syrie, c'est-à-dire le phénomène de fortune qui comptait en milliards de dollars en très peu d'années. Quelqu'un comme Rifat al-Assad, le frère du président, qui était en principe un capitaine de l'armée, bon, il est entré en conflit avec son frère à un moment donné en 85, qu'il a laissé partir, et puis on découvre qu'il est à la tête d'une fortune de 20 milliards, de 30 milliards de dollars, avec des hôtels de luxe partout en Europe, des châteaux en France, etc. Bon, ce n'est certainement pas de ces on épargne comme officier, comme capitaine de l'armée. Bon. Et l'autre, et le nom qui est devenu le plus célèbre après l'arrivée au pouvoir par Bachar, qui est Rami Makhlouf, son cousin maternel, on sait que c'est l'homme le plus riche de Syrie. Une fois, quand il a eu le scandale d'une banque, d'une succursale d'une banque en Suisse, la HSBC, il y a eu un scandale et on a découvert des comptes qui étaient placés là par des chefs d'État parfois. Il y avait le roi du Maroc, le roi tous des généraux algériens, tel ministre égyptien, etc. Et Rami Makhlouf, le cousin du président, rien que dans cette succursale de banque, avait 485 millions de dollars. Alors on imagine un peu le pillage qui a été systématiquement pratiqué dans le pays. Quatrième point qui est important, vous savez, le régime se présente comme un régime laïque, et cela lui a attiré une certaine sympathie pendant une certaine période, comme d'ailleurs le régime irakien avant lui, qui se présentait comme un régime laïque, pacifiste, dans le base, on est pour la séparation de l'État et le bon. Seulement, il y a un phénomène assez intéressant à observer dans l'ensemble du monde arabe. Après la défaite de 1967 face à Israël, on a assisté d'une part à la prise du pouvoir par des chefs militaires qui sont restés très très longtemps au pouvoir, qui ont duré très longtemps. Saddam avait été arrivé, il n'était pas la chef, à la tête il était le personnage le plus actif du parti, parce qu'il a pris le pouvoir en 68. Et puis lui-même, 10 ans plus tard, il est devenu le maître absolu de l'Irak, et il est resté à la tête de l'Irak jusqu'à 2003, jusqu'à l'invasion américaine. Kadhafi a pris le pouvoir en 69, et il est resté au pouvoir jusqu'à... Il a été tué par... on dit par Sarkozy. Bon, en tout cas, il a été tué par le fameux raid de l'OTAN. Et Hafez Assad est arrivé au pouvoir en 70 et il est resté jusqu'à sa mort, donc 30 ans, en l'an 2000. Mais parallèlement à cela, on a assisté au phénomène qu'on a appelé la réislamisation de la société. À partir de
siècles, la tendance générale dans le monde arabe était à la sécularisation, était non pas à la laïcisation, encore une fois, à la laïcisation telle qu'on le comprend en France, mais à un minimum de séparation entre la religion et l'État, et surtout à une sorte d'islam, disons, qui n'est pas un islam politique en tout cas, et qui n'est pas un islam intégriste dans le sens, ni lié à des manifestations extérieures de bigoterie. Bon. C'était le cas pour les gens qui sont de ma génération, qui ont vécu cela très bien. Moi, je me rappelle très bien comment on était dans les années 50, dans les années 60, en Syrie, quelles étaient les prédications religieuses à la radio, à la télévision, leur contenu, etc. C'était jamais un contenu politique, djihadiste, anti-occidental, dans le sens anti-culture occidentale, pas seulement politique occidentale, mais culture occidentale, etc. Et puis, à partir de 70, on assistait à l'inversion de ce mouvement. À l'inversion de ce mouvement et à des phénomènes à la fois sur l'éruption de l'islam politique comme force importante, si bien qu'elle est apparue comme la seule force en face des régimes dictatoriaux. C'est-à-dire, l'espace politique démocratique s'est rétréci au point qu'il n'y avait on avait l'impression, quand on voyait les choses, que sur le devant de la scène, il y avait ces régimes dictatoriaux et en face des organisations de l'islam politique, qu'il s'agisse des frères musulmans ou d'autres encore plus durs que les frères musulmans, comme on l'a observé plus tard avec Daesh, mais avant Daesh, avec par d'autres. Bon. Et chacune de ces forces se présentait comme l'ennemi, le meilleur ennemi de l'autre, si vous voulez. C'est bien que c'était des ennemis un peu complémentaires. Et ils ont toujours fonctionné ensemble. Cela a été le cas en Syrie. C'est-à-dire, Hafez al-Assad avait besoin des frères musulmans et d'une révolte des frères musulmans pour montrer d'abord pour les écraser, faire peur l'ensemble de la société et montrer qu'il était le seul rempart contre la barbarie djihadiste, etc. Et de leur côté, ils avaient besoin aussi qu'un tel régime soit là pour qu'ils puissent aussi dire qu'ils étaient son meilleur ennemi, qu'ils étaient les seuls qui représentaient vraiment les intérêts de la majorité de la population face à ce régime. C'était le cas en Irak et ça a été le cas en Syrie. Et durant toute cette période, il y a eu une alliance entre le pouvoir et les institutions religieuses traditionnelles. Les institutions religieuses traditionnelles étaient, en principe, on pouvait imaginer qu'avec un régime qui se dit laïque, qui se dit de gauche à un moment donné, ou même d'extrême gauche, révolutionnaire, etc., qui sont au contraire. Il y a eu une alliance complète entre les institutions religieuses et ce régime. Et un peu selon, comme s'il y avait un contrat. Vous ne faites pas de politique et faites votre travail, qui est de réislamiser la société, c'est-à-dire, grosso modo, dans un sens conservateur, bien sûr, moralement, etc. Tous les changements, même vestimentaires, qu'on a assistés dans ces pays durant ces années, le port du hijab, du voile, etc., c'était des choses qui étaient... on voyait le phénomène, c'était visible, je veux dire, on pouvait l'observer année après année, par des photos, par des images à la télé, par des anciennes vidéos, par des films. Bon. Et cela, l'ensemble du monde arabe. Le régime a profité le silence, disons, de
l'islam quiétiste, l'islam piétiste, l'islam ordinaire, etc. Bon. Vous voulez prier, priez. Vous voulez pratiquer votre religion, vous faites le plus possible, et tant mieux, plus vous êtes croyant, mieux c'est, etc. Mais n'approchez pas à la politique. Bon. Et ça c'est quelque chose d'assez important qu'on va voir après le début de la Révolution en 2011, puisque le grand mufti de la République et tous les grands chefs, les grands prédicateurs des mosquées, les organisations religieuses féminines, etc., vont être au secours, vont voler au secours de Bachar al-Assad en permanence, en organisant même des soirées de prière pour la victoire de l'armée, pour la victoire de Bachar, etc. Tout cela a fait, disons, que la Syrie ne peut pas être comparée à tel ou tel pays. C'est un système très particulier qui a été créé. Un système où il y a vraiment des traits des dictatures d'Amérique latine, des dictatures, des républiques bananières, bon, avec des éléments des anciens pays de l'Europe de l'Est, avec des traits de la Corée du Nord. Bon. Et l'aspect qui a confirmé un peu tout cela, c'était la manière dont le pouvoir a été, la dévolution du pouvoir du père au fils. C'est-à-dire comment on a réussi à amener quelqu'un qui n'était pas préparé, et en 3 ans, de faire de lui un général de division, de faire de lui le chef de l'armée, le chef du parti auquel il n'avait jamais adhéré. Il n'était pas bassiste. Bon, et il est devenu en 3 ans le chef du parti basse, etc., etc. Pour être élu en l'an 2000 avec 97, quelque chose au Ribon, et être élu 7 ans plus tard, et 7 ans plus tard, encore une fois, avec encore un chiffre supérieur. Bachar est responsable dans une large mesure d'un changement radical dans la politique extérieure de la Syrie. Et c'est s'être éloigné de la politique de son père qui tenait à garder l'équilibre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, disons. Et lui, il avait rompu grosso modo avec l'Arabie Saoudite et il s'est soumis totalement à l'alliance iranienne. Cela a commencé, et cela essentiellement, je pense, pour la situation au Liban, étant donné qu'il était concurrencé, la domination syrienne au Liban était concurrencée un peu par celle de l'Arabie Saoudite et de son homme qui était Rafi Hariri. Bon. Et donc, il voulait s'en débarrasser. Il a fait tuer Rafi Hariri, le Premier ministre libanais. Et depuis, l'alliance est absolue entre la Syrie et l'Iran. L'Iran est le principal pays qui soutient la Syrie et la Syrie dans le monde arabe est le pays le plus proche de l'Iran. Cela aussi, on va le voir après le début de la révolution syrienne, quand l'Iran est intervenu directement dans la guerre à partir dès le début, en fait, sous une forme un peu larvée et puis d'une manière très nette militairement. Alors, dans les 10 minutes qui restent, je vais essayer de parler un peu de l'idée de ce livre et comment on a essayé, à partir de ce livre, d'expliquer un peu la situation actuelle. Donc, les interventions ont essayé de montrer qu'en 2011, il y avait pour les Syriens et les Syriennes toutes les conditions pour se soulever. Tout ce qui fait qu'une société opprimée pendant 41 ans, tout ce qui fait qu'une société que 2 présidents, père et fils, ont humilié pendant 41 ans, a finalement décidé de marcher la tête haute, qu'à travers les années de Hafez al-Assad et de Bachar al-Assad,
la résilience et la résistance de beaucoup de catégories de la société syrienne vont finalement se concrétiser, mais avec un contexte arabe aussi, qui était le contexte des révolutions, des révoltes qui ont commencé en Tunisie, puis en Égypte, il y a eu la Libye, le Bahreïn, le Yémen, et finalement certains considéraient que la Syrie, ça va être extrêmement difficile, parce qu'à la fois c'est la frontière avec Israël, donc il y aura beaucoup d'enjeux régionaux qui vont faire que la pression internationale va éviter de permettre un changement là-bas, parce que le monde préfère le statu quo dans le Moyen-Orient, notamment par rapport à la frontière israélienne, parce que la société syrienne a connu la violence physique directement pendant de longues années, parce que contrairement à l'Égypte de Hosni Mubarak, où la violence était présente, mais il n'y a pas eu de massacre et de crimes contre l'humanité, comme ce fut le cas à Palmyre ou à Hama, parce qu'il y avait certaines diversités politiques tolérées tant qu'elles ne menaçaient pas la structure du pouvoir, parce qu'en Tunisie, Ben Ali avait un État policier, mais il n'y avait pas l'armée comme acteur décisif, et il n'y avait pas cette idée d'un clan à la fois sectaire, donc communautaire, et d'une région. C'est vrai qu'il y avait la famille, il y avait l'épouse, et il y avait les affaires des beaux-frères, mais ce sont des configurations différentes. On peut peut-être comparer un peu la Syrie à l'Irak et à la Libye. Malgré cela, il y a eu le soulèvement en 2011. Donc, l'idée dans le livre, dans la tête de Bachar al-Assad, c'était d'essayer de montrer comment le système qu'on a décrit de Hafez al-Assad, Bachar al-Assad l'a hérité, et tout de suite, ce système va être mis en marche pour écraser la société syrienne qui s'est soulevée en 2011, pacifiquement au début. La société, le soulèvement était pacifique pendant de longs mois, puis il s'est militarisé. Il s'est militarisé parce que soit les défections de l'armée, les soldats et les officiers qui ne voulaient plus tirer sur les manifestants, ont commencé à constituer des groupes qu'on a appelés plus tard l'armée syrienne libre, ou bien des volontaires prenaient les armes en considérant que la seule possibilité pour en finir avec le régime, c'était de le combattre. Et puis, on est devenu dans plutôt une situation guerrière. Les alliés du régime ont été vraiment déterminés à le sauver. L'Iran en premier lieu, avec la mobilisation de milices chiites qui sont venues de la région, de l'Irak, du Liban surtout avec le puissant Hezbollah, mais également de l'Afghanistan. Et finalement, en 2015, la Russie va intervenir militairement et va permettre à Assad de reprendre une partie du pays qu'il avait déjà perdu. Et ces alliances donc ont fonctionné. Tandis que de l'autre côté, il y a toujours eu des hésitations. Les pays arabes qui ont déclaré, ou moins qui ont prétendu soutenir l'opposition, n'avaient pas du tout le souci démocratique, ni la volonté de voir les choses changer. Ils voulaient juste faire face à l'Iran en Syrie. Je parle notamment des monarchies du Golfe, surtout l'Arabie Saoudite. Les Turcs avaient juste l'obsession kurde, surtout comme priorité. Puis les Occidentaux, Américains, Français, Anglais, ne savaient pas toujours à quel point il fallait soutenir. Est-ce qu'ils voulaient vraiment un changement de régime ou un changement de l'attitude du régime, comme le répétaient certains responsables américains. Puis il y a eu tout le chantage. Si on enlève Assad, est-ce qu'on aura les islamistes? Donc on a réduit la société syrienne à deux choix, à deux barbaries, soit Assad, soit les djihadistes. On a également évoqué le fait que l'opposition n'est pas suffisamment organisée, comme si, c'est-à-dire, on peut tolérer des crimes et on peut tolérer la poursuite de crimes commis par un régime, parce qu'on n'est pas sûr de qui sont les opposants ou comment ils s'organisent. Il y a eu beaucoup d'hésitations, et la fameuse ligne rouge d'Obama, c'est-à-dire l'arme chimique, a été franchie sans une réaction, ce qui a permis à Assad, et surtout aux Russes et aux Iraniens, de comprendre qu'ils peuvent aller encore plus loin et qu'il n'y aura pas une réaction militaire occidentale, qu'il y aura juste des menaces, des condamnations. La France s'est vue isolée à ce moment-là, en 2013, et en 2015, les Russes ont considéré que c'était le moment
d'intervenir, car malgré toutes ces hésitations occidentales, l'opposition ou les différentes oppositions, y compris islamistes cette fois, je ne parle pas de Daesh, qui n'a jamais fait partie de l'opposition, c'est un acteur qui s'est imposé à la scène syrienne, qui n'avait pas du tout ni l'intention d'en finir avec le régime, ni il faisait partie d'une volonté syrienne, il n'adhérait pas à un programme politique syrien, il avait ses priorités, c'est-à-dire établir l'État islamique, le califat, entre l'Irak et la Syrie, et d'ailleurs la plupart de ses chefs étaient irakiens, issus d'un scénario là-bas qui était catastrophique aussi, suite à l'invasion de 2003. Les opposants syriens ne demandaient pas une invasion occidentale de la Syrie, ne voulaient pas une occupation occidentale de la Syrie, ils voulaient juste que les Américains et les Occidentaux acceptent que cette opposition, notamment en 2012 et en 2013, avant même la naissance de Daesh, obtienne les armes et les moyens de se défendre et de pouvoir défendre la population civile, notamment face à la force aérienne que seul Assad avait évidemment dans le conflit, et puis que les Russes vont utiliser et vont mener des dizaines de milliers de raids aériens sans être inquiétés une fois par le tir d'un seul missile. Pourquoi? Parce que les Américains ont catégoriquement refusé que l'opposition syrienne reçoive des missiles anti-air, en disant soit qu'on ne sait pas dans quelle main elle va tomber, soit que si on le fait, les Russes vont aider Assad encore plus. Finalement, toute la possibilité de créer des laboratoires politiques dans les zones qui étaient libérées d'Assad, avant même la naissance de Daesh, et la montée d'autres groupes djihadistes ou islamistes extrémistes, n'a pas eu lieu parce que les gens étaient bombardés, parce qu'ils devaient fuir, parce qu'ils devaient trouver refuge, parce que quand on est sous les bombes et les barils explosifs jour et nuit, on ne peut pas développer une expérience politique qui peut être mature avec le temps et créer vraiment une alternative à ce régime barbare, parce que les comités locaux qui ont été élus et qui commençaient à travailler dans ces zones-là n'ont pas eu le temps suffisant pour se développer, et parce que la violence du système assadien qu'on explique dans le livre n'était pas seulement une violence aveugle qui s'abattait sur tout le monde. Il y avait cet aspect-là, c'est-à-dire de bombarder une ville, ce qu'on a appelé un urbicide, d'anéantir des quartiers entiers. Mais il y avait toujours aussi la volonté de montrer à la fois qu'on est impuni, qu'on peut vous tuer, que même si vous vous soulevez, si vous vous révoltez, on va continuer à vous tuer et on sera impuni. La preuve, personne n'est intervenu pour vous sauver. Donc on utilise les barils explosifs, on utilise même l'arme chimique, on utilise l'arme de la torture, l'arme du viol, on brise toute une société sans qu'on soit menacé ou inquiété que par des déclarations de condamnation ou par récemment quelques tweets de Donald Trump suivis par quelques missiles. Mais les deux fois que Donald Trump a bombardé 2 bases militaires de l'armée syrienne, il avait informé les Russes avant du bombardement pour, soi-disant, éviter des tensions. Et donc, les avions ou les armes syriennes du régime ont été retirées. Donc, c'était juste pour se montrer différent d'Obama, beaucoup plus que pour marquer vraiment un changement dans le ton et dans la détermination d'une partie, disons, de la communauté internationale. Et de toute façon, personne ne peut faire confiance à Donald Trump et à son administration. Mais ce qu'on essaye d'expliquer aussi dans le livre, c'est que la violence du régime syrien cherchait au-delà d'anéantir certains quartiers, de tuer des gens, d'assassiner des opposants, de dire à toute la société syrienne qu'on va reconstruire les murs de la peur qui se sont écroulés en 2011, qu'on va rester impuni, que le slogan « Assad ila al-abad », bien Assad pour l'éternité, est toujours là, et il va toujours maîtriser Assad, le temps et l'espace. Et donc, on a assisté à plusieurs formes de violence qui cherchaient toujours, non seulement à briser la personne qui est visée, mais même tout son entourage. Si on prend l'exemple du viol, il y a des milliers de cas de viol qui ont eu lieu dans les geôles du régime, surtout de femmes, mais parfois même d'hommes. Et le viol, c'est un crime qui est long, qui est continu dans le temps, parce qu'il ne s'arrête pas juste après l'acte barbare lui-même. Il détruit la personne concernée, il détruit son entourage, sa famille. Il y a le sentiment de l'humiliation, de la honte. Parfois, on rejette même la victime. Il y a des femmes qui se sont suicidées après le viol. Il y en a d'autres qui
continue aujourd'hui à lutter courageusement, et je pense que certains ont vu le documentaire qui est passé sur France 2, Cris étouffés, qui est excellent et qui parle de tout ce qui se passait à ce niveau-là. La torture, c'est la même chose. La personne torturée garde pour toujours les cicatrices de la torture. Il y a des dizaines de milliers de gens morts sous la torture dans les geôles du régime. Amnesty et Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l'homme et plusieurs organisations syriennes évoquent des dizaines de milliers de morts. Il y a un photographe militaire syrien qui a fait défection et qui a exfiltré 55 000 photos de 6700 cadavres à peu près de personnes torturées et mortes ou affamées ou exécutées. Donc l'idée aussi c'est de montrer à la société qu'on tue tout le monde. Et c'est une industrie de la mort parce qu'elle est comme dans les camps de nazis, il y a des chiffres, il y a des numéros, c'est tellement bien organisé. La personne arrêtée a un numéro sur le checkpoint, elle est transférée à un centre qu'on appelle de détention temporaire et d'enquête et d'investigation et de torture. Elle prend un deuxième numéro, puis elle est envoyée finalement dans une prison militaire ou autre, troisième numéro. Donc les gens deviennent des chiffres, ils sont numérotés, ils perdent leur humanisme et leur humanité dans un sens. Leurs familles à l'extérieur sont paralysées, donc ce crime-là vise aussi les familles, parce qu'elles craignent pour leurs enfants. Il y a jusqu'à maintenant des familles qui cherchent dans les photos s'ils trouvent un cadavre ou si un cadavre ressemble à leur bien-aimé qui a disparu dans les geôles. Donc ça maintient toute une société terrifiée par cela. Il y a des gens qui disent on ne veut pas parler parce qu'un cousin ou un frère ou un père ou un fils ou une sœur sont dans les geôles, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça crée une économie pour le régime mafieuse. Les familles payent de l'argent parfois en pensant qu'elles peuvent envoyer de la nourriture, des vêtements, que certains disent que si vous donnez de l'argent, ils ne seront pas torturés. Certains disent on va vous dire où ils sont et vous aurez des informations. Et du côté du régime, il y a des mafias qui s'organisent, qui parfois promettent à des familles pendant des années, en prenant de l'argent, que leurs enfants sont bien, ils vont être épargnés de la torture, etc. Et les enfants sont déjà morts. En plus, le régime ne rend jamais les corps. Et ce n'est pas un détail. Pourquoi il ne rend jamais les corps? Bien qu'il n'a plus le problème maintenant de reconnaître. Avant, il niait l'existence de ces gens-là. Maintenant, il est en train d'envoyer des lettres aux familles en disant, voilà, c'est un certificat de décès. Décès en 2013, décès en 2017. Il y a un père et son fils qui sont franco-syriens, Mazen et Patrick Tabar. Le père était même un employé du lycée français de Damas. Tous les deux sont morts sous la torture. Dans les geôles du régime, selon les certificats de décès, le fils est mort en 2013, le père est mort en 2017. Donc vous pouvez imaginer aussi la vie du père pendant 4 ans, après que son fils est mort sous la torture, s'il était au courant ou pas, s'il a assisté à cela ou pas, etc. etc. Tous ces détails-là, le régime maintenant, il les révèle, mais ne rend pas les corps. Pourquoi? Parce qu'il veut que la Syrie redevienne, ou devienne en fait, après le soulèvement, après la révolution, un pays de fantômes, un pays de personnes terrifiées. La mort est partout, mais on n'a pas les corps, on ne peut pas faire un deuil. Les gens ne peuvent plus parler parce qu'ils ont peur des conséquences dans la série qu'ils contrôlent. Il veut montrer qu'il est de nouveau éternel, qu'il a repris la maîtrise du temps et de l'espace, et cette violence-là, c'est une violence organisée, pensée, et dans la tête de Bachar al-Assad, il y a ce système de cette violence qui utilise tout, la torture, le viol, les barils explosifs, les missiles, l'arme chimique, l'arme de la faim. Il y a eu des cas de faim, des sièges qui ont duré des années. La route de Damas a été assiégée pendant plus de 4 ans. Le camp de Yarmouk qu'on a évoqué, où M. Salamé a fait son film sur les camps sur les enfants du camp, est presque anéanti aujourd'hui. Il a été assiégé, affamé, bombardé, bien que le régime évidemment parle de la cause palestinienne et du soutien à la Palestine, mais il massacre les Palestiniens du camp. Dans le film même, il y a des personnes comme Hassan ou autres qui sont morts sous la torture dans les geôles du régime, qui étaient amis du
monsieur qui a fait le film. Le régime, après tout cela, a passé une loi, mai 2018, ou avril 2018, la loi numéro 10, qui lui autorise de confisquer les biens et les propriétés de tous ceux qui ne montrent pas des preuves de leur propriété. Donc imaginez 6 millions de réfugiés qui vivent à l'extérieur de la Syrie, 6 millions sur 23 millions de Syriens, 6 millions sont à l'extérieur, 6 millions de déplacés internes qui souvent ont perdu leurs papiers et les preuves de propriété parfois ne sont pas sur des clés USB ou dans des systèmes informatiques. Ce sont des photocopies qui ont disparu dans les bombardements. Et en plus, il y a la peur aussi. Il y a des gens qui ne vont pas aller montrer que voilà, nous sommes propriétaires, ne vous confisquez pas, sinon on va vous attaquer en justice. Quelle justice et quel système? Donc la loi numéro 10 permet au régime de saisir les biens des gens qu'il souhaite saisir. Et donc c'est une prolongation de la guerre avec une autre méthode. Et aujourd'hui, le régime parle, et surtout la Russie parle, d'une reconstruction. Donc on va reconstruire sur les ruines, sur les fosses communes, avec les terres qu'on a confisquées. Évidemment, ni la Russie ni l'Iran n'ont les moyens de reconstruire financièrement. Ils veulent que les Européens le fassent. Et ils utilisent deux choses. La première, si vous ne reconstruisez pas, les réfugiés ne vont jamais rentrer. Et on sait qu'en Europe, aujourd'hui, la question des réfugiés crée des peurs et parfois même une hystérie, y compris en France, dans notre pays, où le nombre des Syriens, c'est 30 000 réfugiés syriens déjà reconnus comme tels, ce qui est un chiffre dérisoire comparé par exemple à la Turquie où il y a 3 600 000 Syriens, au Liban qui est un pays de 4 millions d'habitants où il y a 1 million de Syriens, à la Jordanie où il y a 730 000 Syriens, à l'Allemagne où il y a maintenant plus de 700 000 Syriens. Donc les Russes disent qu'il va y avoir encore plus de réfugiés s'il n'y a pas de construction, payer de l'argent et les réfugiés vont rentrer. Certains aujourd'hui, des propagandistes du régime syrien, disent en France, s'il n'y a pas de reconstruction, si on ne paye pas, le terrorisme va nous toucher plus tard. Donc c'est un chantage, c'est une pression pour dire, on a détruit pour maintenir ce régime, venez reconstruire, normaliser avec lui, consolider ce régime-là, sinon les réfugiés vont rester chez vous, il y aura encore plus de réfugiés, ou bien le terrorisme va revenir. La Syrie aujourd'hui est un pays fragmenté, le régime, la Russie et l'Iran contrôlent 65% à peu près du territoire, le Golan est occupé par Israël et Trump vient de l'offrir comme s'il était sa propriété privée à l'État d'Israël, à son ami Netanyahou. À l'est du pays, Daesh a été vaincu et heureusement, ils n'ont plus d'existence au niveau du contrôle territorial, mais cela ne résout pas le problème parce qu'il y a encore toutes les racines du nihilisme et du mal qui peuvent de nouveau être créées tant que le régime est en place, tant que la situation est en place. Ce qui reste de l'opposition est dans le nord, où la Turquie contrôle une autre partie du territoire. Donc un pays fragmenté, avec 500 000 morts sur 23 millions, 6 millions de réfugiés, 6 millions de déplacés internes et des centaines de milliers de disparus et de blessés. C'est, comme l'a dit les Nations Unies, la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas dans une rivalité avec d'autres catastrophes humanitaires, puisque le Yémen aussi c'est une catastrophe humanitaire, puisqu'il y a en Afrique centrale des catastrophes humanitaires, mais par rapport à un acte guerrier qui a impliqué la Russie, l'Iran, des dizaines de milices de la région, le régime syrien, maintenant les États-Unis qui ont bombardé Daesh, la Turquie qui est présente, et l'armée du régime évidemment, et puis toutes les oppositions syriennes, et puis les djihadistes qui sont venus de dizaines de pays du monde, on est vraiment dans une situation qu'on n'a pas vue encore, une situation qui lui ressemble, avec un système international paralysé. Les Nations Unies n'ont pas réussi à avoir des résolutions par rapport à cela, puisqu'il y a eu 13 vétos russes qui ont paralysé le Conseil de sécurité, exactement comme les États-Unis paralysaient ce Conseil par rapport à toute condamnation possible de l'occupation israélienne. On montre, on voit dans notre monde aujourd'hui que ce qu'on a connu par rapport au droit international, par rapport à une certaine idée qui a été faite des conventions de Genève, du rôle de la Croix-Rouge, etc., en Syrie,
rien de tout cela, l'impunité continue. Heureusement qu'il y a encore une résilience d'une grande partie des Syriens et des Syriennes, malgré tout, à l'extérieur comme dans certaines régions dans le pays. À Daraa, il y a quelques jours, des gens sont sortis dans la rue manifester contre la statue de Hafez al-Assad que Bachar a voulu réimposer après qu'elle a été détruite par les manifestants en 2011. Il y a de la documentation qui se fait, il y a du travail au niveau des organisations de femmes, des enseignants, les casques blancs, tout le système de dispensaires et d'hôpitaux qui a fonctionné, qui a été visé par les bombardements régulièrement. Il y a des signes encore de résilience. Je sais que Medina a aidé beaucoup également et la solidarité est importante au niveau de la société civile. Il y a des sanctions, ça c'est sérieux, qui tombent sur le régime et sur certaines sociétés liées au régime, et tant mieux. Et enfin, on commence à voir des mandats d'arrêt en France comme en Allemagne contre des notables du régime. Il y a des généraux qui sont aujourd'hui recherchés, entre guillemets, par les justices allemandes et françaises, mais tout ce qui est justice nationale a ses limites aussi, tant qu'il n'y a pas la Cour pénale internationale qui saisit le dossier syrien, et cela nécessite le Conseil de sécurité, puisque le régime Assad n'a jamais adhéré à l'accord de Rome qui permet à la Cour pénale de saisir automatiquement un dossier sur un territoire concerné s'il y a des preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais la question de l'impunité va être centrale, et je pense que c'est une grande bataille avec les batailles des récits et comment les Syriens vont pouvoir s'approprier leur propre narratif. Et l'impunité est très importante, pas seulement pour la Syrie, pour la région, pour qu'elle ne reste pas exclue du droit international, et pour le reste du monde, pour montrer que, quand même, nous partageons quelques valeurs universelles. Donc c'est pour nous, le livre est une toute petite contribution dans cette volonté de montrer qu'il y a un récit, que les Syriens et les Syriennes ont fait face à ce système barbare, et que maintenant, il est à nous aussi de montrer encore plus de solidarité et de les soutenir, disons, jusqu'à ce qu'on arrive à tourner la page des Assad qu'on a essayé de décrire aujourd'hui. Merci.